et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison, la saison 3 de notre fameux podcast qui, vous l'avez peut-être vu, s'est renommé Ikigai Podcast. Donc on va revenir sur tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'actualités depuis le dernier épisode. Ça fait un petit moment comme qu'on n'a pas sorti de podcast, mais vous inquiétez pas, on a travaillé dur. On a plein de nouvelles annonces à vous annoncer, tout simplement. Donc déjà, Nico, comment tu vas pour cette saison numéro 3 ? Est-ce que tu es en forme ? Plein d'énergie là ? Plein d'énergie, encore plus que sur la saison 1, plus que sur la saison 2. Alors là, ça va être chouette parce que là, on est en train de passer un cap dans plein de domaines. Là. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça. On sort du potentiel humain, là. On sort du congrès au festival du potentiel humain avec notre ami Pierre Dufresne. On lui passe une petite dédicace encore pour l'invitation. Qui était sur le podcast, un super épisode d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas écouté, allez jeter une petite oreille, ça vaut vraiment le détour. Et donc, la grosse annonce qui s'est passée il y a de ça juste 2 jours, c'est qu'on vient d'ouvrir l'académie, l'académie Ikigai, donc quelque chose qu'on préparait depuis très longtemps. Et donc, tout le monde a été au rendez-vous là, donc c'est génial. Franchement, c'est cool. Là, le groupe est déjà parti à fond là, donc on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer à la suite. Mais du coup, c'est la pièce suivante du puzzle qui vient d'être complétée et qui maintenant nous offre plus d'opportunités sur les projets, autant d'un point de vue athlétique que d'un point de vue business, que d'un point de vue de la vision en général de tout ce projet-là. Donc on en parlera un petit peu. Justement, dans cet épisode, on va profiter de revenir dans vraiment les coulisses. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser, ceux qui écoutent ce podcast, de comprendre tous les coulisses de cette sortie, parce que ça fait plus d'1 an quand même qu'on travaille dessus. Donc revenir un peu au fondement, ça peut être vraiment intéressant pour vraiment comprendre tout le cheminement, parce que je pense qu'il y en a plein ici qui nous écoutent, qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais qui leur manque peut-être ce petit passage à l'action. Donc si on peut un peu donner notre expérience là-dessus, comment arriver au fait à la fin d'un projet. On a plein d'idées, tout le monde a des idées super ambitieuses et ça c'est magique, mais encore faut-il avoir l'environnement, l'entourage propice pour justement accomplir toutes ces choses-là. Donc on va revenir sur l'ouverture. Juste avant, on se fait un petit retour justement sur ce fameux festival du potentiel humain. Donc dans les grandes lignes, c'était sur 2 jours au Pont du Gard, donc il y aura des vidéos qui vont sortir. C'était vraiment magnifique. C'était la 2e ou 3e édition. Ouais, je sais plus exactement. Je crois que c'est peut-être 3e édition. Donc pareil, c'était quand on était à Bali qu'on nous a contactés pour venir intervenir justement sur ce fameux potentiel, sur ce fameux festival. Et on n'a pas hésité une seule seconde, parce que on est dans cette même mouvance en fait. Ce fameux potentiel humain, c'est des gens qui cherchent à se développer d'un point de vue mental, physique, même entrepreneurial aussi. Il y avait pas mal de gens qui ont proposé leur projet. C'est un projet qui date depuis quand même, je pense, je dis pas de bêtises, ça fait 4-5-6 mois qu'on a été contacté, et du coup on a essayé de mettre un petit peu tout en place, et on va revenir là-dessus tranquillement. Déjà, comment tu t'es senti un petit peu de revenir sur les fondements, de faire face à 100 personnes comme ça, devoir t'adapter aussi au public, adapter par rapport aussi au matériel qu'on avait. Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience ? Très bonne expérience. Ça m'a rappelé les années où je coachais justement en salle à l'époque, en salle de CrossFit, où j'avais organisé quelques trucs. Et ça faisait un petit moment, du coup, vu qu'on était parti à Bali. J'avais vu que 4 ans à Bali, 1 an en Australie. Donc j'étais focus entraînement, etc. Et on n'avait pas trop réorganisé de choses comme ça. Donc là, ça faisait du bien de revoir du contact humain aussi, là, de revoir un petit peu les têtes, les sourires, les énergies, voilà, ce qui se donne dans l'entraînement, les petites blagues, tout ça. C'était vraiment une bonne énergie. C'était bien organisé aussi. Là, on avait le pont du Gard juste derrière nous. Là, c'était magnifique. Donc on en avait vraiment tout pour s'éclater. Je pense qu'on a réussi à bien faire passer quand même les outils qu'on voulait donner.
étant donné qu'on était un groupe, on était plus de 100, hein, je crois qu'on était 110 ou 120 peut-être, je sais pas. Donc c'était un gros groupe de personnes, c'est pas une petite classe de CrossFit de 20 personnes, donc c'était chouette. Et puis voilà, de pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde, on a eu le temps de passer un petit peu, échanger quelques mots avec chaque personne, et de voir un petit peu tous les profils, les mamans qui voulaient apprendre un petit peu à faire un petit peu de froid, un petit peu de chaud, regagner un petit peu leur santé, optimiser leur hygiène de vie, etc. Il y avait les athlètes forcenés un petit peu comme nous qui voulaient vraiment performer, se donner à fond. Il y avait des mecs qui venaient du trail, des mecs qui venaient de la muscu, des mecs qui venaient d'un peu partout. Donc franchement c'était génial de voir tous les profils et de voir que au final là, ça que j'ai aimé à travers le congrès ou le festival, je sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est le congrès. On va dire festival. Mais ouais, c'était de voir en fait que même s'il y avait des gens qui venaient de toutes les communautés, comme souvent ils se tirent un petit peu dans les pattes, le crossfit, le yoga, le truc, etc. Tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Là, tout le monde était ensemble. Tu vois, il y en avait qui venaient du crossfit, il y en avait qui venaient de la calisthénie, il y en avait qui venaient du bodybuilding, il y en avait qui venaient de différentes pratiques. Et puis on était tous là simplement pour s'entraider, prendre le meilleur de l'autre. Et ça, je trouve ça quand même que c'était quand même très très puissant, quoi. Parce que mais un petit peu, il y avait quand même cette énergie de revenir aux bases, mine de rien, tu vois, avec le froid, avec la respiration, avec du coup la calisthénie. Nous, on a intervenu là-dessus sur vraiment tout ce qui est poids de corps. Donc, il y en a plein, qui se retrouvent en fait plus là-dessus. Ça nous connecte vraiment plus ce côté de, en fait, on peut juste faire des tractions, des pompes, des squats. C'est très très simple, pas besoin de machines sophistiquées. Je pense qu'il y a une grosse recherche à revenir au fondement, aux bases, parce que c'est le truc qui nous relie tous. C'est un peu le côté aussi nature. C'était principalement notre objectif. Moi, j'avais vraiment ça en tête, c'est de dire, faire réaliser aux gens en fait que des fois, t'as vraiment pas besoin de grand chose et qu'avec quelque chose de très 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 basique, une petite programmation EMOM, quelques exercices de base, faire ça régulièrement, tu peux vraiment accomplir de très belles choses. Et je pense que les gens sous-estiment beaucoup ça. Comme tout, hein, on se dit souvent que plus c'est compliqué, plus c'est efficace. Si j'ai accès à une salle de sport de ouf, avec toutes les meilleures machines Panata, etc., qui viennent de sortir, je vais progresser mieux. Des fois, pas forcément, en fait. Ça, c'est des outils, mais si tu sais pas comment bien les utiliser, comment être régulier sur le long terme, etc., c'est pas forcément ça qui va t'amener tes résultats. Mais je pense, tu vois, ça me fait penser un peu comme... Il y avait une phrase maintenant... pour faire des bonnes courses, c'est un vrai parcours du combattant, parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de choses, c'est difficile de faire des bonnes courses pour sa santé, tout simplement. J'ai un peu l'impression qu'avec le sport, il y a un peu ce truc-là aussi, parce qu'il y a eu tellement de courants, il y a les salles de sport, les cours collectifs, tous les nouveaux mouvements qui sont arrivés. Et puis c'est vrai que quand tu débutes, ou même quand tu es pratiquant, tu as du mal à trouver vraiment ce qui te correspond à toi-même, parce que c'est normal, c'est comme si c'était un parc d'attractions avec 40 000 choix. Il faut comprendre que tout est dirigé par le marketing, le business, et que du coup, quand tu as quelque chose de nouveau, moi ça me fait rire, à chaque fois je vois des vidéos là aussi sur ça, sur justement toutes les nouveaux cours qu'ils font en salle de sport où tu es accroché à un élastique et tu sautes, ou tu tapes dans un sac, mais il y a des trucs, c'est fou, quoi. Et tu te dis, c'est tout simplement pour essayer de à chaque fois réinventer quelque chose d'un peu nouveau et de bénéficier un petit peu du lancer de la nouvelle mode qui va aller. Donc tout le monde essaie de surfer sur ça. Et ça vaut pour un petit peu toutes les pratiques, où à chaque fois il y en a une qui va être un petit peu à la mode, ça va passer à la suite, etc. Simplement parce que c'est la ruée vers l'or, comme on avait dit. Tout le monde essaie d'aller là où il y a la nouvelle chose qui arrive, en pensant qu'au final ça va résoudre tous les problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre, simplement parce que c'est nouveau. Alors qu'au final non, la plupart du temps, ce qui résout les problèmes, c'est ce qui a marché dans le temps déjà. Et on réinvente pas la roue, souvent la plupart du temps, c'est des exercices de base, c'est du poids de corps, c'est arriver à lever quelques charges. C'est quoi déjà cette... c'est pas une théorie, mais c'est pas de Taleb, justement, ce qui a traversé l'épreuve du temps. Ouais, exactement. Nassim Nicolas Taleb, il en parle beaucoup. C'est simplement ce qui passe l'épreuve du temps. C'est souvent ça, en fait, parce qu'à chaque fois, comme tout, on s'imagine que la nouvelle invention qui va révolutionner, etc., c'est celle-là, etc. Mais t'as plus de chances de te tromper, en fait, en simplement chercher souvent à chaque fois l'innovation, chaque fois le nouveau truc, parce qu'il y a de grandes chances que ça floppe, tout simplement parce que ça n'a pas passé l'épreuve du temps, parce que c'est pas là depuis longtemps. Et si c'est nouveau, il y a des grandes probabilités que ça passe à la trappe. Alors qu'en te basant plus sur des choses qui sont là depuis 100 ans, depuis 200 ans, depuis des milliers d'années, etc., sur tu vois, une philosophie, un état d'esprit, le stoïcisme, c'est pas né hier, tu vois, c'est pas, même si des fois ça revient un petit peu à la mode, c'est quelque chose qui a passé l'épreuve du temps, tu vois, qui ont eu le temps, en fait, de pouvoir être démonté plein de fois,
Tu vois, tout le monde a essayé de démonter des choses et c'est encore là. Et donc tu dis si c'est encore là, c'est parce qu'il y a une raison. Moi, ça me fait penser, là, c'est un peu hors sujet, mais ça me fait penser directement aux voitures électriques et à Tesla. La question peut se poser sur est-ce que, parce qu'on n'a pas assez de recul encore, c'est un peu la question que tout le monde se pose avant d'acheter une Tesla, parce que tu te dis, les voitures électriques, ils n'ont pas encore dépassé cette épreuve-là. Mais ça, après, ça c'est plus complexe, mais, mais c'est un peu l'idée, ça, c'est chercher un peu d'innovation. Tu vois, forcément, toujours chercher à évoluer. Moi, je suis pas du tout non plus du bord de se dire on fait comme à l'époque, on se pose pas de questions et on cherche pas, parce que moi, je suis le premier à toujours essayer de chercher comment optimiser. Mais en fait, tu cherches à optimiser. Pas simplement parce que c'est nouveau, mais parce que tu vas combiner des pièces qui ont passé le temps et te dire ok, comment faire ça. L'électricité, c'est pas non plus né hier, tu vois, c'est des méthodes qui ont quand même été bien utilisées, qui ont passé le temps, etc. Et après tu vas essayer de créer des innovations autour de ça. De toute façon, c'est une thématique qu'on a longuement échangé sur ce podcast. C'est avant de maîtriser les fondamentaux, maîtriser les bases. Et là, si on revient, on raccroche sur le potentiel, c'est un peu ça. C'est de montrer que juste avec très peu de matériel, on peut s'entraîner. Et après, au bout d'un an de pratique comme ça, on peut commencer à optimiser, peut-être voir des machines, etc. Là, on peut aller progressivement dans l'évolution. C'est simplement dans le sport, je trouve qu'on a voulu aller trop vite, surtout les dernières années, je trouve on a voulu aller trop vite et de se dire à chaque fois, tiens, je vais sortir une nouvelle méthode, etc. Et ça va être le truc révolutionnaire et à chaque fois tout le monde est derrière la méthode, etc. Et au final, on voit que ce qui, au final, amène les résultats maintenant, ce qui sont les programmations qui fonctionnent, etc. Même d'un point de vue, tu vois, par exemple CrossFit qui amène pas mal de résultats, etc. C'est parce que c'est basé sur des basiques, en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont mis des pièces ensemble, mais qui fonctionnent depuis très longtemps. Ils ont mis des éléments de gymnastique, des éléments d'haltérophilie. C'est des choses qu'on pratiquait il y a 100 ans, quoi. Et au final, on se rend compte que en jouant avec ces outils-là qu'on a depuis très longtemps, tu vois, quand on voit j'aime les vieilles photos en noir et blanc des premiers bodybuilders, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils faisaient des exercices de base, et il y avait des sissy squats, il y avait des choses comme ça, tu vois, des mouvements. Ça me fait penser à un truc qu'on avait vu en STAPS, je sais pas si tu te rappelles de ça, je crois que c'est Georges Hébert, un truc comme ça, c'est la méthode, c'est pas la méthode, non, pas naturelle. Un truc comme ça, je me rappelle ça. En fait, c'est un peu le calisthenics de maintenant. C'était vraiment, on voyait faudrait que je ressorte les cours d'histoire s'il y en a qui se rappellent un petit peu ou qui sont en STAPS actuellement. C'est la méthode, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est Georges Hébert qui l'avait démocratisé et on voyait que ça faisait des années et des années qu'en fait, ce courant un peu de s'entraîner juste avec son propre poids de corps et de maîtriser tous ces mouvements-là, ça existe depuis très longtemps et ça passe vraiment l'épreuve du temps en fait. Il n'y a pas besoin de machines sophistiquées, par exemple l'électrostimulation ou je sais pas quoi. On va pas taper dessus, mais c'est pas des trucs du tout qui nous relient et qui nous parlent. Donc restons aux bases et ça c'était vraiment la grosse thématique qu'on voulait mettre en avant durant ce festival. Exactement. Et je pense que ça a été mission réussie avec tous les retours qu'on a eu. Parce que des fois on peut être un peu aussi piégé dans une certaine... T'as l'impression que tout le monde sait ce que c'est des EMOM, tout le monde sait comment on s'entraîne au poids de corps, et en fait, non, il y a encore à ouvrir et à démocratiser tout ça à un maximum de personnes, parce que pour remettre un peu les choses dans le contexte, le festival c'était sur 2 jours, il y avait différents ateliers, et du coup il y avait plus de 120 personnes, et du coup ils ont été divisés en plusieurs groupes, et t'avais un groupe plus qui débutait, donc pour eux les EMOM c'était une toute nouvelle porte, et un autre groupe un peu plus avancé. Donc eux qui étaient déjà un petit peu familiarisés à cette technique d'entraînement, mais on voit qu'on peut aller aussi sur d'autres thématiques avec eux, on peut pousser la connaissance un petit peu plus loin. Mais tout ça pour dire que il y a énormément de personnes qui recherchent justement toutes ces méthodes un petit peu minimalistes et qui cherchent à comprendre comment on peut s'entraîner avec le moins de matériel et qui sont justement à la recherche de toutes ces méthodes-là. Voilà, ça, l'objectif c'était principalement de proposer des solutions concrètes. Donc c'est ça qu'on a présenté des blocs, par exemple des MOM qui étaient faciles à mettre en place, comment les utiliser, pourquoi, dans quel scénario, etc. Donc c'est tout ce qu'on explique aussi dans l'académie, etc. Et c'était vraiment du concret. Parce que moi, c'est ce que je veux, c'est qu'à chaque fois il y a souvent ça, j'en ai fait aussi participer à des séminaires comme ça, etc. Et t'en as plein la tête, t'as les étoiles dans les yeux, tu dis ah oui, il y a plein de solutions, etc. Et tu ressors pas avec des... Et en fait, tu rentres à la maison, tu dis ah c'était génial, là j'ai appris plein de trucs. Et en fait, ça change rien à ta vie.
parce que t'arrives pas à les appliquer en fait, t'arrives pas à les mettre dans ta vie de tous les jours et tu peux pas vraiment t'en servir parce que c'était une bonne piste, c'est chouette, mais maintenant en fait tu sais pas comment t'en servir. Et moi ce que je voulais c'est justement pas laisser les gens sortir avec ça, c'était de leur dire voilà, là c'est noir sur blanc, il y a ce bloc là vous l'utilisez dans ces moments là. C'est des exercices simples, regardez, on va le faire ensemble et au moins c'est compris et ça peut être mis en place. Et c'est ça qui était génial, c'est que déjà juste les jours d'après on a reçu plein de stories de gens qui avaient commencé à s'entraîner à la maison, qui ont changé leur format, etc. Franchement ça c'est génial quoi, parce que tu sais qu'au moins c'est mis en pratique. Et c'est comme ça qu'en fait ils vont perfectionner le truc. Parce que souvent on entend beaucoup de choses, on va écouter un nouveau podcast, des nouvelles connaissances, voilà, on a appris de nouvelles choses, on dirait qu'on a appris de nouvelles choses, mais en fait il y a beaucoup de théories et au final on sait pas comment s'en servir. Et là, le fait de l'avoir dans la pratique, c'est pas seulement que tu le fais, c'est qu'en plus que quand tu vas le faire, tu vas mieux comprendre la chose et derrière tu vas pouvoir être créatif, c'est-à-dire que tu vas pouvoir apprendre par toi-même. Tu vas tester le bloc qu'on a mis en place et après pendant que tu vas le faire, vu que tu vas avoir de l'expérience par la pratique, tu vas pouvoir même te l'ajuster, te le customiser, te dire ah tiens moi je préfère quand même quand c'est comme ça, etc. Et pour moi c'est là que les bonnes choses arrivent, parce que c'est pas juste de l'appliquer, c'est de l'appliquer, de recevoir l'expérience et après de se l'approprier, tu vois. Et pour moi de passer à j'entends quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, et à je me l'approprie, c'est totalement différent. Parce que j'apprends, après je commence à comprendre, il faut le mettre en pratique et après je peux me l'approprier. Ce qui est revenu et un petit peu de ce festival, des retours aussi qu'on a eu, c'est que souvent, en fait, nous on est rentré par la porte de la pratique directement. On est directement allé on les a emmenés directement sur le terrain et en même temps on leur passait un peu de la théorie, mais le plus important c'était qu'ils pratiquent et qu'ils comprennent. Parce que pour moi, la méthode EMOM, tant que tu l'as pas faite, que tu n'as pas fait ça pendant 10 minutes, c'est difficile je trouve à digérer. Parce qu'on va te dire au départ toutes les minutes, tu dis ouais, ça, tu comprends pas trop. Mais quand tu le fais vraiment et que tu sens qu'en fait sur les dernières minutes t'as plus beaucoup de temps de pause, là tu le digères. Pour moi, tant que t'as pas les ressentis, tu peux pas vraiment passer au niveau supérieur. Parce que même à plein de personnes avec qui je montrais les EMOM, des gens qui s'entraînaient beaucoup sur des formats classiques, etc. Quand tu leur expliques, ils savent ce que c'est un EMOM, ils en ont même déjà fait un petit peu, etc. Mais pas les formats que je propose. Et du coup, quand tu expliques la chose, ils comprennent, mais ils l'utiliseront pas vraiment, ils en auront pas les bénéfices parce qu'ils savent pas comment s'en servir. Parce que moi c'était ça, hein. De toute façon j'ai découvert ça avec toi quand on était à Bali, on avait fait une vidéo sur YouTube et tant qu'il m'avait expliqué ça, on avait parlé un petit peu, mais tant que j'avais pas fait les mômes en entier, j'avais pas compris parce que je sais pas, c'était un nouveau monde et c'est normal quand tu pratiques en plus depuis un moment, quand tu découvres un nouveau truc, ça met un peu de temps. Donc c'est vraiment important de digérer tout ça. C'est comme tout la souplesse, la mobilité, toutes ces choses-là aussi. Il faut vraiment ressentir les choses au plus profond. Tiens, concrètement là, je dis à tout le monde par exemple, prenez un mouvement classique, j'en sais rien, même avec une charge ou quoi que ce soit qui est simple à quantifier, du développé militaire ou quoi, c'est comme ça qu'on avait fait ensemble d'ailleurs à Bali. Vous prenez un EMOM, vous faites première minute 2 répétitions, deuxième minute 3 répétitions, quatrième minute 4 répétitions, et après vous recommencez 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et vous faites ça 3 fois, donc ça fait 9 minutes. Point de vue très pratique. Peu importe l'exercice, un exercice où vous êtes capable environ de faire 5-6 répétitions, quoi. Tranquillement, parce que du coup vous allez avoir de la fatigue accumulée. Mais prenez un format comme ça, testez-le. Allez-y, la prochaine fois, vous allez à la salle, vous faites votre squat ou votre développé militaire, votre développé couché, votre traction, peu importe. 2 répétitions première minute, 3 répétitions, 4 répétitions. Et ensuite on recommence 2, 3, 4. Et vous faites ça 3 fois et comprenez. Essayez de voir ce que c'est la sensation sur votre corps. Qu'est-ce qui se passe avec les vagues d'intensité comme ça, comment la fatigue s'accumule, quel travail vous êtes capable de faire en 9 minutes. Vous allez comprendre par vous-même. Vous allez sentir, et du coup là vous allez avoir des bonnes questions. Et après là quand vous allez revenir et vous allez poser justement des questions, ça va être beaucoup plus pertinent et vous allez comprendre en fait comment utiliser ces formats. Donc pour tous ceux qui expérimentent, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram. Non, c'est toujours le même compte, mais on l'a renommé, parce qu'on va expliquer aussi pourquoi là c'est un gros changement quand même, hein, saison 3, pourquoi on renomme le podcast. On va vous expliquer tout ça, mais avant je termine sur ce festival, même si on a encore pas mal de choses à dire, mais du coup on s'est quand même pas mal basé sur ton système minimaliste, donc le système que tu as mis en place depuis que tu as mis du temps en fait à perfectionner. Ça fait combien de temps, tu dirais 2, 3 que je m'entraîne avec, je dirais que ça vient faire que tu l'as optimisé, tu l'as perfectionné. Ça vient faire 2-3 ans quand même, tu vois, que je m'entraîne avec ça. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, c'est toujours pareil, c'est un peu quand le truc il est fini, on se dit ouais c'est ok, mais en fait là on est quand même au début, tous les deux on essaye
on essaye d'apporter des nouvelles choses. Donc, ça prend du temps et on fait plein d'erreurs sur nous-mêmes. On est notre propre cobaye et après, on essaye de tout créer. C'est pour ça qu'on les nomme souvent des systèmes. Moi, j'aime beaucoup ce mot système d'entraînement parce qu'après, voilà, on essaye de tout vous expliquer et on vous le propose. Donc, c'est vraiment énormément de richesse à l'intérieur. C'est souvent ça. Moi, je m'imaginais beaucoup au tout début, quand je commence à m'entraîner, etc. Je me dis, allez, je vais créer un nouveau justement système d'entraînement, un nouveau programme, etc. Et en fait, tu retombes dans tout ce qui se fait déjà, en fait, parce que c'est ce que tu connais. Ouais. Et du coup, pour créer quelque chose de nouveau comme ça, il faut vraiment sortir des sentiers battus. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Tu vois, tu vas pas avancer à la même vitesse sur une autoroute que sur un chemin, tu vois. Mais pareil, ça, je pense que tu peux le faire quand tu as les bases, ce que nous a transmis quand même Stabs, mine de rien, tu vois, toute la fac. Mais moi, ça a été beaucoup. Ça nous donne juste certaines bases, tu vois. Mais ça a été beaucoup, moi, me reconnecter au final. Justement, moi, ça a été limite, je dirais l'inverse de. T'as tout déconstruit. Voilà, essayer de tout déconstruire. Pour reconstruire derrière et essayer de se reconnecter aux choses qui sont plus simples, justement. Se reconnecter à comment on s'entraînait il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on faisait vraiment pour. Qu'est-ce qui faisait. En fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'un mec souvent devient solide et il sait pas pourquoi. Tu vois, moi, c'était souvent répondre à cette question. Je voyais des mecs, tu vois. Qui travaillent dans des métiers manuels, etc. Et tu vois qu'ils ont des avant-bras bien plus solides que des mecs qui s'entraînent à la salle tous les jours, tu vois. Ou des trucs comme ça. Et je me dis, attends, il y a des choses quand même. C'est là que du coup, tu mets le doigt sur la fréquence. Tu vois, il y a des mecs qui font les choses beaucoup plus fréquemment, mais de manière moins intense. Ça a des résultats différents. Peut-être des résultats qui sont plus durables, moins durables que certains. Et là, c'était tout remettre en question un peu et essayer d'aller tester plein de choses. Et c'est pour ça que, au début, moi, je me suis dit, tiens, voilà, je vais tester pas mal de choses. Là, dans un mois ou deux, c'est bon, j'ai un truc. Et en fait, un mois ou deux, t'as rien fait du tout, t'as testé plein de trucs, tu comprends plus rien. Mais du coup, tu mets à chaque fois le doigt sur quelque chose. Tu dis, ah ouais, non, mais ça marche pas du tout. Mais si ça marche pas du tout, c'est parce que ça, du coup, tu comprends et petit à petit, tu mets des pièces ensemble. Et après, t'optimises. Et c'est là que ça m'a pris, 2-3 ans, on va dire, à essayer de trouver quelque chose qui soit aussi facilement réplicable pour les autres. Parce que moi, même si moi j'avais trouvé au bout de peut-être une année, j'en sais rien, des choses qui marchaient pour moi, c'était des choses que j'arrivais pas forcément à transmettre. Okay, tu vois, ça marchait pour moi, mais dès que je voulais faire la même chose avec quelqu'un d'autre, il comprenait pas ou il arrivait pas à le tenir ou des trucs comme ça. Et du coup, il faut ajuster tout ça pour arriver à faire quelque chose qui est vraiment efficace pour n'importe qui. Et c'est ça le système minimaliste, quoi. Mais ce système, il m'a pas mal ouvert les yeux parce que c'est un truc que j'ai toujours ressenti dans ma pratique. C'est plein de petits flashs, c'est des expériences un peu personnelles, mais par exemple, je voyais, parce que pour moi, dans une famille, l'exemple que tu as, c'est tes parents. Là, tu passes beaucoup de temps en fait, dans ton foyer. Et je voyais mon père il a un travail assez physique. Du coup, tous les jours, en fait, il répétait. Et je le voyais quand même que après, dès qu'il rentrait du boulot, il allait pouvoir faire un peu de travaux à la maison, etc. Et moi, quand j'avais un peu des croyances limitantes de me dire ouais mais là je fais de l'entraînement, je dois être performant, etc. Et du coup je me sentais pas performant toute la journée en fait, à n'importe quel moment. Et ça m'a toujours un petit peu frustré. Et je sais que t'en parles beaucoup aussi là-dessus, c'est que pour moi, un être humain, il doit être capable de, là, il y a quelque chose qu'on doit porter, tu dois être capable de le porter maintenant. Tu dois pas être là, putain, ouais, mais là, j'ai plein de courbatures, j'arrive pas à porter quelque chose. T'es pas apte dans la vie de tous les jours. Je sais pas si vous voyez un peu le problème. Il y a un problème là-dessus. Ça veut dire que, ouais, tu fatigues ton organisme, mais en fait, t'es performant que 20% du temps. Et les 80 autres %, t'es pas très apte et t'es presque même en dessous de la moyenne générale. Ça, c'est fou. Alors que tu te prétends sportif. Moi, je l'ai ressenti, ce truc-là. Donc après, j'ai un peu peaufiné un peu mon système aussi d'entraînement, parce que je cherche toujours la performance. Donc, t'es toujours un peu obligé d'être sur un spectre un peu plus surcompensation, etc. Mais bref. Mais ça m'a énormément parlé. Je sais que toi aussi, ça moi, c'est ça, c'était la plus grosse problématique que je voulais, moi, c'était remettre l'entraînement au service de la personne et pas justement la personne qui va sacrifier sa vie pour performer à l'entraînement. Tu vois, pour moi, l'entraînement, c'est un outil pour améliorer ta qualité de vie. Et du coup, le système minimaliste, pour moi, c'était ça. C'était trouver une solution qui soit facile à mettre en place pour, en fait, se reconnecter à toutes les valeurs. Comme tu as parlé, tu vois, c'est d'être performant quasiment tout le temps. Tu vois, donc c'est éviter les gros hauts et les gros bas, en fait. Et c'est plus avoir un niveau global qui va augmenter sur le temps. Donc, justement, comme le mot Kaizen, tu vois, qui dit simplement une progression lente et constante. Donc, on va pas faire des hauts et des bas, mais on va essayer d'être très
progresser très lentement, mais sur le long terme, ça me parle beaucoup, moi. D'être prêt un petit peu tout le temps, tu vois, comme je disais, moi je sentais exactement la même chose quand je m'entraînais. Je savais qu'à l'entraînement j'étais plus fort que la moyenne, mais après quand t'étais en dehors et qu'il fallait lever un truc, il fallait d'un coup courir ou sauter au-dessus d'une barrière ou quelque chose comme ça, et ben je voyais des mecs qui faisaient des trucs que moi je me sentais pas de faire. Tu vois, on allait faire un petit tennis, ben, il allait sauter au-dessus du filet juste comme ça, et moi je me dis attends, si je saute là, faut bien que je pousse, etc. Voilà, c'est exactement ces frustrations-là. Je me disais ouais, mais demain j'ai une grosse séance, donc là je vais exprimer mes qualités. Ouais, mais non, c'est pas normal d'attendre en fait, et parce que là, comme tu dis, c'était au service. T'es un esclave de l'entraînement. Voilà, t'es esclave de l'entraînement. Tu vois, tu dis ouais, mais demain je vais être capable de faire ça. Ouais, mais faut le faire maintenant en fait. Et ça change tout quand même. Et donc il y avait plein de problématiques comme ça, tu vois, d'être bon tous les jours, de pouvoir du coup se servir de son corps entier tout le temps aussi, tu vois, de pouvoir être capable, voilà, d'utiliser toutes ces articulations dans tous les mouvements, donc de gagner en mobilité, en force, en endurance, donc de jouer avec toutes les capacités physiques tout le temps. Donc tu vois, c'est une grosse problématique, c'est comment tu développes tout le temps, etc. Et en fait, moi l'inspiration, elle est vraiment venue vraiment des travailleurs, je trouve. Elle est vraiment venue des travailleurs. C'est de voir, c'est pareil, moi mon père ou d'autres mecs plus à l'ancienne, tu vois, c'est de voir qu'ils sont capables de bosser la journée entière, tu vois, dans des positions inconfortables, à répéter un mouvement que moi je le fais pendant 10 minutes, d'un coup j'ai une congestion et je me dis putain, j'arrive plus à tenir, tu vois. Tu vas tondre la pelouse, t'as la débroussailleuse, mais t'as les avant-bras qui se gorgent de sang, tu tiens pas, alors que t'as des mecs qui vont faire ça pendant 3 heures. Et tu dis mais en fait dans la vraie vie de tous les jours, eh bien il y a plein de mecs qui sont plus solides que moi. Tu vois, ils sont plus aptes à faire face à des obstacles physiques, tu vois, que moi. Alors que moi c'est mon but. Donc pourquoi lui qui fait même pas l'effort il y arrive et moi j'y arrive pas? C'est simplement parce qu'il est plus spécifique, il met plus de fréquences, il a une vision différente, il va moins aller proche de l'échec. Je pense aussi il y a un gros facteur mental. C'est-à-dire que moi avant je me disais, toujours un peu maintenant ça dépend, mais ok, là, je me mettais pas mal la pression. Ok, là, c'est une séance. Là, je dois faire ma séance. Mais en fait, il faut le sortir un petit peu de ce concept-là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu analyses les Kenyans. Les Kenyans, c'est pas une légende, il y en a beaucoup. Ils vont vraiment à l'école depuis tout petit en courant. Imagine ça m'avait choqué. Tu les vois, ils font, je crois, c'est 10 km. Soit, j'ai pas envie de me tromper dans les chiffres, mais soit c'est 10 km pour l'aller et 10 km pour le retour, ou c'est 10 km dans la journée. Mais tout ça pour vous dire que eux, c'est dans leur mode de vie en fait. Donc c'est ça, en fait. Ils sont pas là, oh non, là je vais m'entraîner, j'ai 10 km. Comme peut-être on peut avoir les Occidentaux à se dire ça. Putain, là, aujourd'hui, c'est session run, il faut que je fasse 10 km. Mais eux, en fait, ils ont même pas ce truc mental-là. C'est logique. On est fait pour marcher, on est fait pour courir. Et après, bah, tu vois que dès qu'on leur met un plan d'entraînement pour performer, bah, ils ont toutes ces bases-là et puis ils surperforment parce qu'ils ont, depuis tout petit, ils ont cette fréquence-là. C'est pour ça que pour moi, c'était le gros challenge, c'était vraiment de réintroduire l'entraînement dans l'hygiène de vie. Ouais, voilà. Et ce que je dis dans la formation, quand j'explique, etc., c'est de remettre l'entraînement dans la vie, tu vois, et qu'il n'y ait pas justement une séparation entre ça c'est ma vie, là je vais à l'entraînement, c'est que ça prenne part et que tout ça fasse un en fait. Et c'est pour ça qu'il faut un système facilement accessible, qui puisse s'adapter à tout le monde, etc. Donc c'était le gros challenge. Et je pense que ça répond vraiment à la problématique. Et ça on le voit maintenant avec tous ceux qui pratiquent. Ouais. Et justement, j'étais content de voir aussi tous les gens au festival qui disaient voilà, ça fait quelques mois, quelques années même que je fais ça, etc. Et ça m'a apporté vraiment tous ces résultats. On a vu des mecs qui étaient vraiment en bonne shape quand même, qui étaient puissants, qui étaient capables de se donner. Ils nous ont beaucoup surpris. On avait fait un gros WOD avec tout le monde et ben, ça courait, ça faisait des pompes, ça faisait des tractions, ça a envoyé quand même. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne. Le tout là, c'est qu'il y a une grosse barrière psychologique à ce système d'entraînement classique, on va dire, il est ancré dans tout le monde en fait, qui fait l'entraînement. C'est je vais à la salle, je me tue pendant 1 heure, j'ai un jour de récupération, en fait, je fais un cheat meal. Il y a le truc, c'est presque de proposer ce système à quelqu'un qui est totalement débutant dans l'entraînement. Parce que lui, au moins, il a aucune croyance et ça va beaucoup mieux, ça va aller plus vite pour lui. Parce que mais c'est moins sexy en fait, c'est ça le problème aussi. C'est que c'est moins sexy. Ouais. C'est que quand tu vas faire ça, ou tu vas faire des choses où tu vas pas te tester à faire un max pendant longtemps, tu vas simplement répéter des exercices, c'est banal, c'est simple, mais c'est court justement, alors que souvent quand t'es un peu débutant, t'as envie de trop en faire, tu vois, t'as envie de t'envoyer très dur, etc. Ce qui peut être
à faire aussi pendant une petite période au début. Mais pour moi, c'est là qu'on va avoir vraiment les gros résultats sur le long terme. Et c'est là, en fait, qu'on va s'enlever tous les problèmes. Les problèmes des blessures à répétition, les problèmes des grosses baisses d'énergie, les problèmes de justement, j'ai plus envie. Et après, t'as des gros breaks où tu t'entraînes plus pendant un mois. Moi, le gros truc qui m'a parlé avec ce système d'entraînement, c'est pendant très longtemps quand mon frère, ma mère me demandaient des plans d'entraînement, mais j'avais en fait un peu du mal parce que j'étais trop moi sur mon truc, sur le côté performance, le côté haut niveau. Et en fait, j'avais du mal à parler et à proposer quelque chose à monsieur et madame tout le monde qui, eux, sont pas dans une quête de performer. C'est deux choses différentes. Eux, c'est plus quelque chose de santé. Et je savais même pas quoi leur proposer, en fait. Et dès que j'ai découvert ça avec les EMOM, bah, tout a fait sens. Donc maintenant, moi, je sais pas si mon frère écoutera ce podcast, mais t'as intérêt de faire tes EMOM. Non, parce que ça, c'est la solution, en fait. C'est ça, moi, le gros challenge que j'avais à travers ce système, c'était de donner un format qui peut s'adapter vraiment à tout le monde et qui est facile à manipuler. Ça veut dire que si je te l'explique, une fois que t'as regardé toute la formation, je suis sûr que n'importe qui te dit j'ai ça comme objectif, je veux m'entraîner, je veux regagner en santé, etc. T'es capable de lui proposer une routine qui va s'adapter à lui et qui va être 100% efficace. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Ouais. Parce que là, vraiment, quand tu comprends le système, tu peux donner à n'importe qui. En 2 secondes, tu sais exactement. Parce qu'il suffit simplement d'adapter les niveaux. C'est hyper simple. Et moi, c'est que j'ai donné aussi à mes parents. Et pareil, mon père, quand il était justement venu à Bali, il avait perdu, je crois, 8-9 kilos en l'espace de très peu de temps. Alors que déjà, il s'entraîne, enfin, il bouge régulièrement. Il s'était bien remis en forme. Les douleurs au genou qui avaient disparu, etc. etc. C'est magnifique, quoi, de voir que avec des choses très simples, simplement en arrêtant de vouloir complexifier, en arrêtant de vouloir mettre en fait des barrières à l'entrée. Ça, moi, le problème, c'est qu'il faut enlever les barrières de l'entraînement. Et la plupart des gens, s'ils s'entraînent pas, si le taux d'obésité augmente, etc., c'est parce que aller s'entraîner, c'est trop un calvaire, c'est compliqué à tenir. Mais déjà, faut que tu ailles conduire à la salle, donc déjà ça va peut-être te prendre 20 minutes, tu vas peut-être rester dans les bouchons en fonction d'où tu habites, etc. T'as l'aller, t'as le retour. Il faut se préparer. Et en plus, t'es à la salle, il y a tout le monde qui est là-bas, donc il faut bien s'habiller. Ah, qu'est-ce que je vais acheter comme affaire il me faut maintenant que je trouve mon programme d'entraînement. Il y a des nouvelles machines qui sortent tous les jours, je sais pas comment les utiliser. Je vois tout le monde qui performe, ça me met la pression. Tu vois, il y a trop de trucs. Alors que le fait de pouvoir s'entraîner n'importe où, que tu sois en voyage, que tu sois à la maison ou que tu sois en salle, si tu as une salle à côté, si tu as du matériel, tu peux faire ça comme tu veux, ça prend pas beaucoup de temps, tu n'as pas besoin d'aller conduire, tu peux faire ça chez toi tranquillement. Ça t'enlève toutes les barrières et là tu dis ok, c'est bon, tu as déjà à gagner en fait. Même si tu fais un truc banal, que t'es pas très propre sur tes mouvements, que tu mets pas une énergie folle, que tu fais t'auras déjà des résultats en fait. T'auras déjà des résultats. C'est ce que j'ai quand même fortement apprécié avec ce festival du potentiel humain, parce que souvent, quand t'es un peu dans le spectre, un peu haut niveau, etc., t'as l'impression que tout le monde pense comme toi, que... on te dit ouais, le taux d'obésité il augmente, la santé elle fait que dégringoler, etc. Et tu vois, en fait, quand tu es dans un environnement justement dans de la performance, tu dis bah non, moi autour de moi tout le monde s'intéresse à la santé, etc. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul, moi à chaque fois ça me choque quand je vais dans une ville ou quoi, je me dis ah oui, quand même il y en a beaucoup qui sont pas en santé tout simplement. Et là, de voir plus de 100 personnes dans cette recherche, justement, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, Festival du potentiel humain, dans cette recherche, en fait, peu importe le niveau, juste de se dire, ok, il faut bouger, on a compris qu'il faut bouger, maintenant, expliquez-nous comment on fait pour bouger, et ils sont à l'écoute, et après, ils appliquent. Il y a personne qui a été là, non, je fais pas cet exercice ou quoi, à part s'il y avait vraiment des grosses douleurs ou quoi, mais ils étaient très très peu. Donc ça, franchement, ça fait plaisir, ça fait... c'est bon à voir de voir comme ça tout un mouvement, de se dire putain, on a pris vraiment en considération la santé, c'est vraiment important, nous aussi on veut avoir une vie de qualité, et voilà, c'est incroyable de voir toutes ces personnes là, donc c'était vraiment une très très chouette expérience là-dessus. Exactement, et c'est ce qui a amené du coup à créer cette académie. Ouais, du coup on va ouvrir un peu le deuxième chapitre. Pour justement, j'ai réagi à la première question que j'avais eue sur les réseaux. Aussi, c'était de dire que on faisait des sélections pour l'académie. On ne prend pas n'importe qui. Et que c'était un petit peu peut-être élitiste, que ça faisait camp privé. Et que du coup, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est justement aussi, nous, le but de cette académie, c'est
on propose forcément un système qui peut s'appliquer pour tout le monde, mais les gens avec qui on veut échanger, avec qui on veut partager, avec qui on veut se rencontrer, c'est pas tout le monde. En fait, on n'a pas le temps pour tout le monde. Et ce qu'on veut, c'est là où il y aura le plus d'impact, en fait, sur tout le reste, c'est d'échanger avec les personnes qui sont prêtes à échanger, donc déjà qui sont prêtes, je veux dire, dans le cycle de leur vie. Ouais, parce qu'il y a déjà des fois, quand t'es trop jeune, quand t'es à certains moments de ta vie, t'es pas prêt à entendre le message. Donc déjà, les gens qui sont prêts à entendre ce message-là, qui sont passionnés comme nous et qui veulent transmettre ce message. C'est à travers eux, en fait. C'est pour ça qu'on a appelé les leaders. Parce que pour moi, quand tu veux aider tout le monde et parler à tout le monde, au final, tu vas aider personne. Alors que si on aide, pour moi, c'est ma vision, ça, si on aide les leaders, si on aide des gens qui vont aider d'autres gens, t'aides beaucoup plus de personnes, au final. Et le message se propage beaucoup plus rapidement. Parce que tu vas aider quelqu'un qui va en aider 10 et qui, eux, vont en aider plein. Donc, en fait, il faut prendre les choses, pour moi, plus haut. Pas aller plus bas et essayer de parler à monsieur et madame tout le monde, parce que eux là peut-être n'écouteront pas le message en fait. Alors que là, se focaliser sur les leaders, se focaliser sur ceux qui sont prêts à mettre en pratique, qui ont déjà de l'expérience, qui sont prêts à véhiculer le message, c'est eux en fait sur lesquels il faut se focaliser et sur lesquels partager ce message plus en profondeur, parce que c'est quelque chose de plus poussé, c'est quelque chose qui demande plus d'expérience. Là déjà, si vous écoutez le podcast, il y a de grandes chances que vous soyez dans ce domaine-là, que vous soyez des gens qui soient déjà entraînés depuis quelques années. Vous passez 1 heure de votre temps à vous asseoir pour écouter des mecs qui s'entraînent, etc. Ça veut dire que déjà vous êtes plus avancé, que vous êtes dans un certain niveau. Et en fait, nous, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire, c'est aller parler à ces gens-là. Parce que surtout, on va se rencontrer, on va échanger, on va faire des événements. Donc, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. D'un point de vue niveau physique, on prend tout le monde, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'être compétiteur ou quoi. Mais donc ça, le niveau, c'est pas le plus important. Mais nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment ce mindset de j'ai envie de progresser, j'ai envie de comprendre. Parce que moi, je crois que je l'en ai déjà dit dans des podcasts, je supporte pas donner des conseils à quelqu'un en fait qui n'écoute pas du tout et qui applique pas derrière. Ça me rend fou parce que tu es en train de donner toute ton énergie, tout ton temps et ça fonctionne pas du tout. Et même les athlètes, hein, franchement, moi j'ai rencontré énormément d'athlètes qui étaient très très bons dans ce qu'ils faisaient, des très bons compétiteurs, très haut niveau, mais qui sont dans leur bulle, qui veulent rien entendre, qui sont pas du tout intéressés par comprendre quoi que ce soit. Ils ont une manière de s'entraîner, qui se remettent jamais en question. Voilà, et ils ont jamais cherché à essayer de faire quelque chose de mieux, optimiser, partager quoi que ce soit. Ils sont dans leur truc. C'est plus de l'ego d'entraînement, de dire tiens c'est moi le plus fort à la salle et c'est tout. Et ça, moi j'en ai absolument rien à faire quoi. J'ai pas envie de parler avec ces gens-là, j'ai pas envie d'échanger parce que c'est toujours vide, toujours déçu à travers les conversations. Donc ce qu'on veut simplement, c'est rassembler ces gens-là qui sont dans le même état d'esprit. Mais voilà, comme Flo l'a dit, il n'y a pas de barrière d'entraînement. Mais évidemment, en fait, qu'il y aura forcément un certain niveau. Là, on le voit dans l'académie. Il y a déjà, en quelques jours, il y a déjà une 50aine de personnes qui sont là. Et c'est tous des niveaux corrects. Ils sont tous capables d'envoyer pas mal de traction au poids de corps, de maîtriser les basiques, en fait. Et ça qui est génial, c'est parce qu'au final, ce message-là, il résonne dans les têtes de gens qui ont quand même expérimenté un petit peu avant. Et du coup, c'est ça qui est génial. Mais on a aussi beaucoup de jeunes, tu vois, même des très jeunes qui ont 19-20 ans et qui ont juste peut-être quelques années de pratique et qui viennent de commencer, et qui sont vraiment intéressés, qui ont soif de connaissances et d'expertise. Et qui, justement, en fait, moi, c'était exactement ma situation quand on était en STAPS. Je pense que pour toi, c'était pareil. On avait cette faim d'apprendre, de comprendre comment le corps humain fonctionne, d'essayer de pouvoir avoir des résultats le plus efficaces possible, optimiser ses entraînements. Et au final, personnellement pour moi, je vais pas parler pour toi, mais moi j'étais très déçu quoi. J'étais très déçu de pas trouver ça, de pas trouver les réponses à mes questions et de pas parler avec des gens qui étaient passionnés. Même en tant que professeur, tu vois. Moi, c'est ça qui me rendait fou, c'est que même de voir un professeur qu'il est là parce qu'il est payé, qu'il doit s'asseoir et qu'il doit faire son cours, mais qu'il en a rien à faire, qu'il apprendra pas ce qui se fait maintenant, qu'il essaiera pas de voir quelque chose de plus grand. Moi, ça me démotivait énormément. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est aussi l'académie, c'est parce que on veut proposer quelque chose de complémentaire qui va peut-être remplacer ou qui va simplement complémenter en tout cas la recherche de ces personnes-là. Et c'est fait moi très plaisir, je trouve, de voir des jeunes aussi qui ont 18-20 ans et qui veulent vraiment faire l'effort de se dire ok, je suis prêt à investir là-dedans et me dire ok, je vais me consacrer à ça, et c'est avec ces mecs-là que je vais trouver des réponses à mes questions. Parce que c'est ça, c'est l'épreuve du temps. Nous, on a fait la preuve que ça a marché, tu vois, les programmes endurance, les programmes force, le système minimaliste, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent énormément et qu'on a des preuves sur le long terme. Et toutes les personnes avec qui
remasterisent aussi, prennent nos systèmes, les font à leur goût, etc., fonctionnent aussi énormément. Donc pour moi, c'est aller là où il y a des preuves que ça fonctionne, tu vois. Quand tu es à STAPS et que tu fais ton cours, c'est bien, il faut apprendre l'anatomie, il faut apprendre quelques basiques, mais après, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain ? Comment tu vas faire quelque chose ? Pas seulement, mais comment tu vas faire marcher ton système, mais comment aussi tu vas réussir à toucher les gens ? Comment est-ce que tu vas pouvoir monter ton business ? Parce que c'est bien beau de faire ta licence, ton master, mais tu sors et puis tu recommences à zéro et tu deviens auto-entrepreneur pour faire ton business. Ça a servi à rien. Donc, à essayer de trouver des chemins plus efficaces. Ça veut pas dire que les autres, c'est nul à chier, mais ça veut dire qu'il y a bien plus efficace. Et c'est ça qu'on veut proposer. Donc on va essayer de revenir un tout petit peu, on va faire de manière accélérée, mais un peu revenir au fondement de pourquoi cette académie. Vraiment, nous, c'est le truc qu'on aurait, en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai toujours rêvé avoir, justement, dès que j'ai commencé un peu cette quête, dès que j'ai compris, je me suis posé, je me rappelle, c'était au lycée, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Ok, je veux travailler dans le sport parce que je suis passionné par le corps humain. Le sport, ça me suivra tout le temps. Donc, autant essayer de créer un peu mon activité professionnelle autour de ça. Et ça vient en fait de l'ikigai. C'est qu'est-ce que tu aimes ? Bah, ça, je me suis posé la question. Et je remercie mes parents aussi à me demander très souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais jamais sans me brider. Donc ils m'ont demandé vraiment qu'est-ce que tu aimes. J'ai dit mais moi le sport j'en pratiquais tout le temps. Donc ça c'est ce que j'aime. Là où t'es bon tout simplement, on va voir. Normalement c'est lié, c'est deux cercles, donc c'est les deux cercles de l'ikigai, on en a déjà parlé dans un podcast, mais le premier cercle du coup c'est ce que tu aimes et c'est lié avec là où t'es bon, parce que souvent si t'aimes quelque chose, tu vas pratiquer, tu vas devenir bon jusqu'à une certaine limite bien entendu, mais voilà c'est lié. Et moi dans le sport, j'étais pas dans les meilleurs dans le top 1%, mais j'étais facilement dans les plus 20% parce que en fait tu as une certaine base, une certaine condition physique, donc tous les sports que tu vas toucher, tu vas être bon tout simplement. Et après on se pose la question, arrivé au lycée, oui mais faut être payé pour tout ça. Flo, c'est très bien, t'es passionné par le sport, mais voilà, moi je veux pas faire mettre tous mes profs du lycée en faute, mais ils me disaient va pas en STAPS, ça sert à rien, il y a aucun débouché, etc. Alors que ils n'avaient pas compris ce fameux ikigai. Oui, mais c'est ce que j'aime et c'est là où je suis bon, donc laissez-moi aller exploiter, voir jusqu'à où je peux aller là-dessus. Et du coup heureusement que je les ai pas écoutés et que j'ai plus écouté en fait mon entourage proche, mes amis très très proches, ma famille aussi. Ils m'ont dit ok, si c'est ça que t'aimes, on te soutient là-dessus et va en STAPS. Et voilà, ça a commencé un petit peu là-dessus. Parce que fallait trouver un métier tout simplement. Et pour faire un petit rappel déjà, juste un petit rappel pour l'ikigai, pour ceux qui se rappellent pas, c'est les 4 cercles qui sont ensemble, qui au final l'ikigai veut dire un petit peu le sens de la vie, notre sens profond. Et donc il va y avoir du coup ce qu'on aime. Ce qu'on aime, ouais. En deuxième, il va y avoir du coup ce qu'on est bon, donc on a dit qui est aussi lié. Il y a du coup ce qui va nous rapporter de l'argent, donc ce qui va nous permettre d'en vivre, et ce qui va aider le monde. Et donc tout ça, en fait, quand on trouve cette activité et cette hygiène de vie, au final, qui va être notre sens, et quand tout est lié, c'est là qu'on trouve l'ikigai, on va dire, en quelque sorte. Donc toi, ça a été ça. Et c'est ce qu'on a beaucoup avec, au final, toutes les personnes qui étaient venues au congrès, qui sont dans l'académie. C'est des gens, au final, qui résonnent énormément avec ce concept-là. C'est pour ça qu'on a pris ce concept, parce qu'on l'a découvert, nous, c'était à Bali. Ça vient de là, en fait. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu malsain et de pas très naturel, de justement vouloir se dire, là, ça, c'est mon hobby, c'est ce que j'aime, etc. Mais à côté, il faut que je trouve un job parce qu'il faut que je sois sérieux, il faut que je sois un adulte. Donc là, je trouve un job pour être payé. Je vais travailler, travailler dans la finance ou dans un bureau, quoi que ce soit. Je passe ma vie. Et après, je fais le reste en dehors. Je peux faire ce que j'aime. Mais après, j'ai mon boulot. Et la plupart du temps, en plus, on trouve des boulots du coup en fonction de ce qu'il y a maintenant. Et les 3/4 des jobs qu'on a, c'est des jobs qui servent à rien. C'est des jobs que si tu les enlèves de la société elle marche pareil. Tu vois, on est juste là pour venir prendre de l'argent, ajouter une aide, mais on n'est même pas vraiment bon dans ce qu'on fait, donc on va pas chercher à faire plus. Et moi, l'être humain, je trouve qu'il sera jamais heureux dans ça, dans quelque chose où il va simplement répéter une tâche sans chercher à faire mieux, sans chercher à être créatif. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines pour travailler à la chaîne. On peut le faire un peu, mais surtout, ça met vraiment en exergue un gros problème un petit peu de société, disons. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le sport aussi, c'est que
là où tu vas avoir les plus gros salaires, ça va être vraiment sur les petits trucs d'optimisation, là où tu as mis beaucoup d'études, donc c'est normal, ça prend du temps, c'est de l'expérience, c'est des fois des choses qui sont irremplaçables, hein, comme chirurgien, médecin, etc. Donc là, tu remplis quand même tous les cercles de l'ikigai, mais je pense à des fois des petits trucs d'optimisation où t'es pas sur tous les spectres de la chaîne, tu vois, t'as peut-être, je sais pas, peut-être je parle pas en bonne connaissance de cause, mais c'était genre, t'arrives à la fin et t'optimises juste un petit paramètre, mais vu qu'il y a que toi qui sais le faire, et bah t'es quand même bien payé. Mais je trouve que moi en tout cas, ça me parle pas trop sur le côté, j'ai pas l'impression que ça remplit mon ikigai parce que je vois pas tout le truc. Et là où je veux en venir, c'est que des fois des métiers purement manuels qui sont pas très bien mis en avant, je trouve, dans la société. Par exemple, on dit va pas en bac pro, machin, tu vas pas être bien payé, etc. Mais souvent, ces métiers-là, en fait, tous les métiers un peu artisanaux, c'est l'ikigai, justement. Par exemple, au Japon, c'était un mec qui c'est énorme quand même, mais il faisait des statuts ou je sais pas quoi depuis 40-50 ans. Et il était vachement sur cet ikigai-là parce que il disait, c'était justement un japonais, il disait, ça, c'est mon ikigai parce que c'est ce que j'aime, tout le côté créatif. Ensuite, c'est là où je suis bon parce que j'ai ma patte artistique, je peux être payé pour parce qu'après, je vais les revendre. Et en plus, je participe au bien-être de tout le monde. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu ce truc vraiment artisanal qui fait que tu trouves ton ikigai. Et si tu es juste à la fin de la chaîne sur, oui, tu peux être payé pour ça parce que voilà, t'es bon là-dessus. Je pense qu'à un moment, il te manque un peu ce truc-là. Et c'est souvent... ça. Et c'est pour ça que tu vois que la plupart des gens se trompent, se réorientent au bout d'un moment, quand ils ont choisi le job, par exemple, qui payait très bien au début, et qui forcément, au bout de 10-15 ans, ils se disent non, mais là, j'en peux plus, c'est pas possible, il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose. Tu vois pas tout le truc. C'est par exemple, t'es derrière l'ordi, et tu fais juste, je sais pas, c'est déjà énorme, mais juste que du codage, par exemple. Ouais. Et en fait, t'as pas vu tout. C'est ça que je veux dire, en fait, c'est que c'est très important de voir le cas final, de l'imaginer, de vraiment se projeter en se disant, ok, si tout fonctionne bien sur mon plan, qu'est-ce que j'ai à la fin ? Et en fait, c'est ça, moi, un truc très important, et ça, faites-le à la maison. Dites-vous vraiment, là, tout ce que vous avez en tête, là, vous levez le matin, peut-être pour travailler, pour avoir une promotion dans un certain job, pour peut-être pouvoir acheter une certaine voiture, avec une certaine maison, etc. Imaginez que tout va bien. Tout va jusqu'au bout. Visualisez cette situation et dites-vous, est-ce que vraiment vous êtes satisfait de cette situation ? Et la plupart du temps, en fait, non. Et ça, les gens le réalisent trop tard. Tu vois, c'est qu'on se dit, c'est ça que je veux cette voiture, je veux cette maison, etc. Parce qu'on nous a fait croire qu'on voulait ça, et parce que les autres à côté, ils veulent ça, donc s'ils veulent ça, c'est peut-être que c'est bien, donc moi aussi, allez, je veux ça. Mais en fait, en se refocalisant sur l'ikigai, on se rend compte que des fois, c'est des scénarios qu'on n'a même pas imaginés. Et c'est au final ça qui, quand on se projette, on peut se dire ah ouais, non, mais là, ma vie, moi, je serais au paradis, là. Là, ça serait magnifique. Des gens, comme tu dis, dans l'artisanat, qui vont par exemple fabriquer des meubles, tu vois, ils vont fabriquer des meubles, ils adorent ça, mais parce que du coup, ils vont pouvoir à chaque fois fabriquer des pièces uniques, des meubles qui représentent leurs idées, etc., qui vont pouvoir se dire, ok, ça résout vraiment un problème, tu vois, une certaine cuisine qui ne répond pas à une méthode fonctionnelle, etc. Ils vont se régaler dans ça, parce qu'ils vont amener leurs pattes, ils vont kiffer le processus, ils vont être bons, donc ils vont être valorisés dans ce qu'ils font, et derrière ils vont trouver des gens qui vont être super contents d'acheter leur truc parce que ça va répondre à tous leurs problèmes. Et là tu rentres dans l'ikigai, tu vois, et là tu rentres dans un truc où tu peux te dire oui, ça ma vie, qu'elle soit dédiée à ça, ça me va. Alors que l'inverse, tu vois, quand tu vas avoir ton job bien payé mais à côté de ton truc, il y aura toujours un déséquilibre. En fait pour moi, il y a un déséquilibre. Là, c'est un peu le sens qui est important de l'ikigai, c'est que si tu rentres par quoi je peux être payé, il va manquer des trucs, il va manquer les deux premiers paramètres. Et souvent, c'est ça. Franchement, moi, je voyais ça au lycée. Tu avais un peu les deux camps. Moi, j'étais là sur le côté, ok, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est comment j'ai été éduqué aussi. Et après, on va voir si je peux être payé pour. Et il y en a d'autres, c'est ce que j'aime, mais non. Il faut que je fasse ingénieur, il faut que je fasse ça, et parce que je vais être bien payé. Mais ils n'ont pas les deux premiers trucs. Et je trouve que ça, c'est vraiment important dans l'ordre. Et je pense à ça ça, c'est un truc personnel, mais c'est pour donner un exemple avec ma cousine. C'était ça, je lui demandais, toi, qu'est-ce que t'aimes au plus profond ? Si genre là, demain, t'as pas besoin de travailler pour être payé, qu'est-ce que t'aimes au plus profond ? Et elle m'avait répondu, c'est le dessin, tu vois, par exemple. Et c'est des trucs tout cons, mais parce que depuis tout petit, t'as fait, ouais, j'adorais dessiner. Et après, j'ai un peu arrêté au fur et à mesure parce que, après, c'est difficile de créer son activité à partir de ça. Mais je trouve que se poser la question, mais
qu'est-ce que t'aimes au plus profond? Qu'est-ce que tu faisais depuis tout petit? Je trouve que c'est une bonne question à se poser. Et ça, c'est typiquement, justement, l'histoire de la Buy Time Chamber, de comment c'est créé. C'est parce qu'il y a eu cette recherche d'ikigai au lieu de jouer la facilité, en fait. Et forcément, ça demande des risques. Le truc payé, tu vois. C'est ça. Parce que le but, c'était au départ, jusqu'à la moitié du projet, c'était simplement de faire mon endroit, moi, qui me correspond, avoir des Airbnb à côté qui puissent tourner, j'ai des sous tranquillement, ma vie va bien, tout est bon. Et en fait, c'était au fur et à mesure du process où j'ai réalisé ça, c'est le côté, si je visualise à la fin, tout fonctionne, ok, j'ai les revenus maximum du Airbnb, je suis super heureux, il y a tout qui se passe bien, et bien ça va pas en fait. Il y a rien qui me... Il n'y a rien qui me donne des étoiles dans les yeux, qui me dit ok, j'aurais été content d'avoir fait ça, j'aurais été fier de ça. Évidemment que j'aurais été content, mais il aurait manqué quelque chose. Il y aurait eu un déséquilibre. Alors que là, en prenant plus de risques, en se disant ok, je vais tester un concept qui n'existe pas. Moi, c'est ça où je me plais aussi énormément, c'est de se dire ok, je vais créer quelque chose qui n'existe pas et qui va correspondre à mes valeurs et qui pour moi va répondre à un problème. Tu vois, qui va répondre vraiment à une problématique, d'avoir ce genre de lieu. Pour moi, ça, c'était un truc qui répondait vraiment à l'ikigai, en fait. Et au final, c'est ce qui fait que ça a eu un succès et qui, au final, ça paye bien plus même que des Airbnb classiques. Et c'est beaucoup plus enrichissant. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui offre de nouvelles opportunités. Et au final, c'est en suivant cet ikigai-là que tu arrives à trouver quelque chose qui peut vraiment te satisfaire à la fin. Et moi c'est vraiment ça le truc plus important. Tu mets ton âme et tu mets ton cœur dès le début en fait, parce que tu commences par l'apport de qu'est-ce que j'aime. Nico, lui, c'est ça, c'est ok, j'ai envie de créer un concept plutôt sur... En fait, c'est quel concept j'aurais toujours aimé avoir en fait. C'est ça. Et ça vient c'est souvent ça quand on pense à nos rêves, souvent c'est les manques qu'on a eu plus jeunes qui nous poussent à faire des choses mieux. C'est comme quand justement on a un enfant, on se dit ben moi tiens j'ai manqué d'éducation ou quoi, je veux donner la meilleure éducation à mes enfants parce que j'ai manqué, tu vois, ou j'ai pas eu de sous, ben du coup je veux absolument faire en sorte que la situation soit beaucoup mieux pour mon enfant, qui vive à un certain endroit du monde, pas à un autre. Et pour moi c'est pareil, l'ikigai c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai manqué que dans ma vie, dans ma jeunesse, dans mon expérience, parce qu'en fait pour moi ce qui t'a manqué quand t'étais plus jeune, c'est ça qui a le potentiel de te rendre plus heureux plus tard. Tu vois, parce que ça a tellement été un manque pendant longtemps. Tu vois, moi, les traumatismes, c'était l'école. C'était d'aller à l'école et d'avoir aucun sens. Tu vois, de faire des cours d'histoire, de philosophie, alors que j'étais pas du tout intéressé à ça à ce moment-là. De t'asseoir sur une chaise et d'écouter un prof de maths pendant 4 heures d'affilée, c'était horrible pour moi. De pas pouvoir... t'as envie de dormir sur la table et tu peux pas. T'as envie de courir, t'as envie de faire du sport, t'as envie de te dépenser, tu peux pas, tu dois être assis. De te voir te lever tous les matins. Moi j'avais un bus, j'avais 1 heure de bus tous les matins, 1 heure de bus tous les soirs. Je devais me lever à je sais pas quelle heure, à 6 heures du matin quand t'es petit, que t'as besoin de dormir. Moi ce que je voulais c'était de la liberté et du sens dans ma vie, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé, c'est je voulais arrêter de me lever pour un truc qui sert à rien, en tout cas je voyais pas le sens à ce moment-là, et de pouvoir justement m'exprimer dans des domaines que j'aime. Donc moi ça a été la grande motivation après toute cette période scolaire, on va dire, c'est de me dire ok, moi c'est mort, je veux plus d'emploi du temps, je veux plus qu'on me dise ce que je dois faire à telle heure, je veux moi pouvoir dire quand j'ai envie de bosser, quand je suis productif et sur quoi j'ai envie de bosser, et donner mon cœur, parce que je sais pas que je suis pas un travailleur, j'ai travaillé énormément, mais dans les choses qui me plaisent, dans les moments où j'ai envie, où je me sens performant. Je relève un truc, c'est Pierre Dufresne, c'est Idrissa Berkam qui en parle. Comment être le plus productif, en fait, c'est de faire des choses qu'on aime. C'est comme ça qu'on est productif, en fait, parce que si c'est ce qu'il dit, j'ai pas envie de tout déformer, mais si on voit le travail comme de la labeur, bah tu dois te forcer, c'est dur, c'est compliqué. Alors que si tu dis bah voilà, si on revient à ça, je reprends l'exemple de ma cousine qui j'ai envie juste de dessiner, bah en fait c'est là que t'es le plus productif, parce que tu vois même pas le temps passer, t'es dans ta zone, t'es dans ton truc, tu vois, et c'est là que t'es productif, et t'as pas besoin de dire il faut que je sois en deep work ou je sais pas quoi. Non, ça c'est ça. Oui, mais c'est Iris, il en parle beaucoup dans son livre, je me rappelle que j'avais lu à l'époque. C'est simplement que quand t'as la passion, quand t'as ça, tu vas forcément être meilleur que tout le monde sur le long terme, en fait. Parce qu'un mec qui a pas ça, qui va simplement être bien payé pour faire le job, il fera jamais suffisamment. C'est-à-dire que toi, tu vas faire des heures sup que lui fera jamais, en fait. Et c'est un peu l'histoire de... je n'ai pas envie de me tromper, de donner des mauvais noms et tout, mais ceux qui ont fait décoller le premier avion, là, où je sais plus exactement...
où t'avais des gens qui étaient payés. Ah oui. C'est les frères là, les frères, je sais plus comment, j'ai plus le nom. Vous me direz en commentaire. Mais les frères là qui ont réussi à faire décoller l'avion avant tous les meilleurs ingénieurs payés je sais pas combien dans les meilleures écoles et tout. Alors que c'était des mecs qui avaient pas de sous, mais que c'était des gros passionnés en fait, qui arrêtaient jamais et qui au final ont réussi à être meilleurs que ces gens-là parce qu'il y avait la passion. Tu vois, c'était simplement un exemple clair pour dire que des fois t'as pas les moyens, t'as pas la bonne situation, t'es pas au bon endroit, t'as pas le bon entourage, mais t'as la passion. Et quand t'as la passion, tu pourras être bien plus efficace que n'importe qui. Et moi, ça, j'ai toujours senti ça, que si justement je restais pas dans cette passion-là, j'allais me faire dépasser par tous les autres. Parce qu'il y a des gens, quand on allait en cours, eux, ils adorent ça. Je me dis, ouais, mais lui, c'est sûr que tu peux pas rivaliser parce qu'il adore son truc, il fait ça tout le temps. Il pense qu'à ça toute la journée. Donc moi, j'aurais jamais. En plus sur un truc, mais regarde, par exemple, l'exemple, j'ai l'impression, peut-être toi t'étais bon en maths, moi j'étais nul à chier, mais j'ai l'impression que ceux qui étaient bons en maths c'est ceux qui aimaient ça en fait de base. Je me rappelle mon frère il aimait trop faire résoudre des problèmes etc. Voilà c'est ça, c'est plus une mentalité je dirais, parce que moi les maths en soi ça me plaît pas, mais c'est plus le côté de dire j'aime résoudre des problèmes, j'aime trouver la solution, tu vois, c'était sur ça. Donc à un certain stade t'aimes bien, et après quand ça commence à partir dans des trucs qui ont aucun sens, pour moi ça m'a fait décrocher quoi. Et du coup j'avais l'impression de résoudre des problèmes qui n'avaient pas besoin d'être résolus, tu vois. Et du coup je voulais résoudre des problèmes dans ma vie, et c'est là que du coup après il vient l'entrepreneuriat où tu te dis attends non là c'est le vrai jeu. En résolvant cette équation à 3 inconnus là, ma vie elle change pas, tu vois. Alors qu'il y a d'autres problèmes qui ont plus de priorité pour moi, et ça a été à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, à travers tout ça, où tu veux vraiment juste résoudre des problèmes, et c'est là que tu t'y plais. Je pense que l'homme en général se plaît dans quelque chose où il va être gratifié, où il va sentir qu'il est utile. Tu vois, c'est l'ikigai, c'est pareil, tu sens que tu es utile au monde, tu sens que tu es bon quand même dans quelque chose, et tu sens que tu es en train de résoudre un problème. Et c'est ça, moi je trouve, non, c'est pas de la politique, mais en gros, je trouve qu'en France, on a une grosse, un gros pôle, je trouve, de gens très très compétents qui ont toutes ces choses qui ont envie d'accomplir toutes ces choses-là, mais encore faut-il qu'ils soient dans un bon environnement. Et pourquoi je dis ça, je sais pas, c'est une théorie que j'ai, peut-être ça évoluera, mais j'ai l'impression quand on regarde un petit peu autour de nous, par exemple, je trouve que les Français, on n'est pas les plus talentueux. Je pense au sport co, je pense au sport individuel aussi. On n'a pas la meilleure génétique, tu vois, que ça soit en sprint. Quand tu regardes d'un point de vue anatomique, on n'a pas le meilleur profil, d'accord ? Mais du coup, ça nous force à devoir être très stratège, à devoir être très tactique. L'exemple que j'aime bien prendre, par exemple, c'est l'équipe de France en foot qui devient champion du monde. Ils n'avaient pas les meilleures individualités, mais Deschamps, il a réussi à créer toute une énergie collective qui leur a fait gagner parce que il avait tout un plan de bataille, toute une stratégie, toute une tactique. Et ça, je trouve que c'est ce qui est très très inspirant. Et je pense que le Français, il a un peu ça, il a ce côté vraiment on est obligé de se prendre la tête, on est obligé d'être le plus stratège, le plus tactique, parce qu'on n'a pas la meilleure génétique, disons. Donc à nous de trouver un autre créneau, et du coup je trouve qu'on est bon dans la résolution des problèmes, on est bon dans les innovations aussi, hein, c'est pas pour rien tout ce qui les frères Lumière, c'est la France. Toutes ces choses là, même dans le cinéma et tout, on est trop fort, mais encore faut-il que on soit mis en valeur pour qu'on reste aussi et qu'on participe aussi à la croissance de notre pays, qu'on part pas, parce que c'est ça qui fait qu'un pays, une civilisation est solide et compétente, c'est quand les gens à l'intérieur sont le plus forts possible, quoi. Que j'étais justement très surpris, enfin pas surpris mais content, agréablement surpris on va dire, de voir tous ces gens par exemple au congrès qui essayaient en fait chacun de répondre à leur ikigai. Moi c'est comme ça que je les décrirais, c'est en fait à travers l'académie Ikigai, ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent répondre à leur Ikigai. Tu vois, c'est simplement ça, en fait. Parce que être dans l'état d'esprit de se dire, je veux rassembler tout ça. Ouais. C'est tout, en fait. C'est pour ça que le nom est très, très bien choisi. Parce que c'est des gens qu'on veut. Et au final, au congrès, c'est ça qu'on avait. C'était des personnes qui, chacun de leur côté, dans leur domaine, voulaient répondre à leur Ikigai. Et c'est là où on a des échanges hyper, hyper passionnants. Parce que si la personne elle a vraiment
pris son temps de faire une introspection et de se demander qu'est-ce qu'elle aime, bah, elle va être meilleure que nous dans ce domaine-là. Donc on va échanger, on va évoluer tous ensemble, ça va être trop bien. Parce que là, c'était génial, tu vois, on avait des kinés, on avait des ostéos, on avait des prépas physiques, des coachs, des gens qui étaient sur la naturopathie, on a même parlé avec des femmes qui faisaient qui étaient spécialisées par exemple du cycle menstruel pour la pratique sportive, comment s'organiser, etc. Ces choses qui vont être spécifiques dans leur domaine de compétences et dans ce qui les passionne, là où ils se sentent répondre à un problème, justement. Et tout le monde avait, en fait, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on se dit tous que chacun va se faire de la concurrence. Si t'as un coach, il y a un autre coach, il a des clients, ça veut dire qu'il me pique mes clients. Ouais, c'est trop ça. Mais non, en fait, on te pique pas tes clients, t'es dans ton domaine. Trouve ton ikigai, chacun a son ikigai. Donc, les gens qui résonnent avec ta philosophie, ta manière de t'entraîner, ta personnalité, ils vont venir te voir à toi. Mais tout le monde pourrait faire du coaching, tout le monde pourrait proposer un certain produit parce que tu aurais simplement les gens qui correspondent à toi. Et ça, c'était génial, tu vois, parce que c'est de la spécificité et on n'a pas pu assister à cette intervention parce que du coup on était sur 2 jours et on avait notre plan, mais on voulait surtout, c'était notre première fois à ce festival-là, donc on savait pas exactement l'audience qu'on allait avoir, donc on a dû adapter, donc on a passé quand même pas mal de temps tous les deux pour peaufiner notre intervention, donc on n'a pas eu trop le temps d'aller voir les autres interventions, mais je sais qu'il y a eu une intervention où c'était quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises et le truc qui est revenu de ça, de sa conférence, c'est concentrez-vous sur votre zone de génie et sur là où vous êtes bon. Si vous proposez du contenu sur tout et n'importe quoi, tout un peu ce qui vous parle mais pas ce qui vous passionne, je trouve c'est différent, vous vous perdez et même votre audience ils savent pas en fait qui vous êtes, donc concentrez-vous vraiment et souvent ça en fait, parce que ce qui va faire que vous avez une certaine zone de génie qui n'est pas celle des autres, c'est votre expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parmi ils vont avoir une grosse blessure à l'épaule un jour dans leur vie, et bien très bien en fait, prenez ce challenge là, répondez, on essaie de résoudre le problème de cette blessure-là pour avoir des qualités et après aider les gens qui vont avoir la même chose. Ça veut dire que de aider des gens, vous allez pouvoir le faire de toutes les manières tant que vous-même, vous passez des challenges. Et justement, ça me fait penser, je rebondis à un membre là de l'académie, justement dans sa vidéo de présentation, c'est ça qu'il disait, c'est que il faisait du football américain et c'est quand même un sport assez traumatisant et il s'est blessé, je crois que c'est la grosse blessure à chaque fois là sur le genou, comment ça s'appelle Les croisés, je crois que c'était ça. Je crois qu'il en a fait plusieurs et ce qui a fait qu'après, il est devenu kiné du sport à Paris. Donc, c'est parti de son expérience personnelle et ça l'a emmené sur un statut professionnel derrière. Et ça, là, il y en a énormément des profils comme ça qui sont dans l'académie. Et ça, c'est magnifique parce que je pense que niveau kiné du sport, il doit être très 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 bon et surtout très spécialisé sur les blessures. C'est pour ça que souvent, dans tous les domaines qu'on va choisir, on va se spécialiser en fonction de ce qu'on a vécu nous. Comme moi, c'est pareil, c'est avec le genou, etc. J'ai fait beaucoup de réflexions sur ça. C'est pour ça que je me suis intéressé aux blessures et que du coup, je propose aussi quelque chose qui est autour de la santé. C'est toutes ces expériences-là, ces challenges qui m'ont forgé après en tant que l'individu qui je suis. C'est pour ça que moi, le produit que je propose maintenant, il n'y a que moi qui le propose parce que c'est mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que du coup, quelqu'un qui propose un autre produit, ça va être de la concurrence ou quoi que ce soit, ou que moi je veux être meilleur que lui, je veux faire comme lui mais mieux. En fait, chacun, concentrez-vous sur votre zone, là, comme tu disais. Et c'est à travers ça qu'il faut aller développer et tout mettre en place. Je pense même à Nico, tu vois, Mercadier par exemple, tu vois, qui a eu une expérience hyper unique, tu vois, où il a fallu être paralysé et tout avec le dos. C'est des choses sur lesquelles après du coup il devient forcément expert, il devient bon parce que tu as eu des challenges. Et ça peut être tout, tu vois, ça peut être des gens qui traversent des grosses dépressions, des moments, etc. Et après, tu vas faire comment sortir de ça, comment lier une activité physique à ça, quels sont les outils qui m'ont permis de faire. En fait, quand tu réfléchis, c'est simplement... on est une grosse fourmilière, tu vois, et chacun a des problèmes, et on vient tous résoudre des problèmes, et on les amène à la fourmilière en général, tu vois, on les amène à tout le monde. Et au moins, chacun peut entendre toutes les erreurs de tout le monde, et c'est comme ça que tu grandis en tant que groupe. Et donc, c'est pour ça aussi l'académie, c'est se mettre ensemble, que chacun puisse expliquer ses problèmes, comment il les a résolus, et se dire comment je vais pouvoir moi les intégrer. C'est ça que moi j'ai énormément adoré avec le congrès, tu vois, c'est qu'ils avaient tous leurs problèmes
c'est pareil, mais chacun ils essayent de résoudre leur truc. Ça veut dire qu'il y en avait un, il allait plus faire par exemple de la pratique chaud-froid, mais du coup il allait apprendre un petit peu avec l'autre qui est spécifique dans la respiration. Et celui dans la respiration, il allait prendre un petit peu du mec qui était en sport, du coup comment adapter la respiration par rapport à la pratique sportive. Et en fait, tu te rends compte que quand tu pars de la performance et de la santé, tout est lié. Tu vois, t'as un kiné qui va adapter qui nous parlait, qui adapterait peut-être ses séances par rapport à un système plus minimaliste, etc. C'est peut-être plus efficace. Tout est lié. Et en fait, on va créer des puzzles comme ça et répondre à notre ikigai à chaque fois. Exactement. En fait, moi, je pense que si on revient du coup un peu dans l'ordre de comment on est arrivé jusqu'à cette académie, donc voilà, on a un peu... En fait, c'est ce qu'on se disait. On s'est dit, mais attends, ça vient vraiment de quoi la première brique. Et en fait, c'est juste qu'on a à peu près le même parcours. Voilà. Là, on s'est arrêté un peu sur le lycée. Ensuite, du coup, on arrive en STAPS. Donc, on a fait le même cursus tous les deux, pas dans des villes différentes et dans des promos différentes, parce qu'on n'a pas le même âge. Mais voilà, on arrive en licence. Mais en fait, il y a toujours cette frustration. Pareil, moi, j'étais vraiment... c'est vraiment à compter sur le doigt d'une main. En licence, il y en avait peut-être un peu plus, j'ai l'impression, qu'en master. Mais en licence, ouais, c'était rare de connecter avec des gens vraiment qui étaient vraiment dans la pratique et dans la théorie en même temps. Tu vois, quand on va... en fait, pour moi, c'est très simple et c'est là où aussi on connecte. C'est quand on s'entraîne, en fait, on est en train de philosopher dans la vie, sur la vie, ou soit en train de parler de physiologie, soit d'anatomie. Et pour moi, c'est ça la passion et c'est ça vraiment ce qu'on recherche et ce qui nous connecte. C'est pas... l'athlète qui fait que juste faire ce qu'on lui dit et qui réfléchit même pas, moi je vais pas trop connecter avec lui, mais c'est pas non plus la personne 100% théorie qui fuit un peu quand on va aller sur le terrain. Non, il faut qu'on soit tous les deux et là on va connecter. Et c'est tout ça, c'est en fait arrivé là-dessus, on s'est dit, plus on avançait, en tout cas je parle pour moi, plus on avançait dans le cursus licence, master, et moins je retrouvais ces gens-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas normal, normalement c'est là que je vais les rencontrer. Et c'est en fait c'est parti en fait d'une frustration, c'est ça qu'on s'est dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on aurait toujours rêvé en fait il y a quelques années ? C'est de pouvoir connecter avec ces gens-là dans la vraie vie, connecter aussi avec ces gens-là en ligne, parce que maintenant les plateformes en ligne ça permet d'avoir beaucoup plus d'interaction un peu tout le temps, parce qu'en physique on peut pas toujours se rencontrer au même endroit, etc. On a chacun un peu nos emplois du temps. Donc c'est là on s'est dit, mais let's go, on va créer ce truc-là. On va être les premiers en France à créer enfin une académie où on relie un peu corps, esprit, physique, enfin théorie, pratique, et on met tout ça au même endroit. On va créer comme une sélection parce que on veut notre critère, c'est que quand on se retrouve dans la vraie vie, ça soit pas une labeur en fait. Des fois c'est comme ça, faut pas se le mentir, dans le coaching physique, des fois dans des cours collectifs et tout, on en connaît beaucoup des coachs. À la fin c'est une labeur parce que ils y vont pour travailler, mais c'est plus leur passion même. C'est plus vraiment... alors que moi, à chaque fois, là, tous les gens, j'ai trop envie de les rencontrer dans la vraie vie, parce que je sais que tous les gens, là, les membres de l'académie, c'est des coachs, des préparateurs physiques, des kinés, des naturopathes, tous ces gens-là, mais je sais qu'on va avoir des échanges passionnants, et même, des fois, il va falloir nous arrêter, sinon on va faire que parler. Mais c'est ça qui m'anime énormément, et du coup, c'est parti de là, un peu d'une frustration, donc un peu d'un problème, tout simplement. Et on a proposé une solution, et c'est cette fameuse Académie Ikigai. Donc c'est un énorme projet, et c'est que la première pierre. C'est que la première pierre d'un projet encore beaucoup plus gros. Ce que vous nous connaissez, Nico me transmet de plus en plus ça, ce côté visionnaire, essayer d'avoir vraiment un truc qui peut vraiment révolutionner énormément de choses. Excellent. J'ai pas mal résumé, mais voilà. Grosse frustration au niveau de la fac. Et là, qu'est-ce que je voulais dire juste avant l'académie, quand tu disais vraiment faire ce qui vous passionne énormément. Là, ça va peut-être parler plus à ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, etc. Mais moi, le premier projet que j'ai sorti d'un point de vue entrepreneurial, c'est mes programmes endurance. Et en fait, j'avais pareil 2 chemins, et c'est fou en fait, c'est encore l'ikigai. J'avais le chemin... Ok, qu'est-ce qui, d'un point de vue hyper marketing, qu'est-ce qui ferait... il faut que je puisse en vivre de ces programmes-là. Ok, je vais faire des programmes armés, policiers et pompiers. Je vais me concentrer sur ça.
Mais à un moment, je me suis regardé devant ma feuille. Déjà, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais Flo, t'as jamais fait le concours policier, t'as jamais fait le concours pompier, t'as jamais fait le concours militaire. Qui t'es pour faire ça, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quoi ton premier truc et ton identité profonde? C'est toi, ton système d'entraînement. Et là, je me suis dit, ok, je vais pas aller sur ce marketing là, sur programme pompier machin. Je vais faire mes programmes, moi, avec mon expérience personnelle, avec vraiment mes méthodes d'entraînement, et je vais aller là-dessus. Et en fait, j'ai très très bien fait parce que c'était ce que j'aime, là où je suis bon. Et après, j'ai pu vendre ces programmes-là. Et en fait, qui c'est qui ont pris ces programmes? C'est des militaires, c'est des pompiers, c'est des policiers, et c'est aussi des gens dans la calisthénie. Et en fait, j'ai bien fait de respecter ce truc passion, parce que j'en suis sûr que sinon, ça n'aurait pas du tout marché, parce que il y en a déjà plein qui proposent des trucs de pompiers, de policiers, de militaires, et qui sont beaucoup plus crédibles que moi, et qui ont déjà fait ces programmes-là. Moi, j'ai proposé mon truc, et au final, quand là encore au potentiel, t'as un mec qui m'a dit j'ai réussi mes tests de militaire grâce à tes programmes. J'ai des potes du GIGN qui font tes programmes, ils sont à plein à faire tes programmes. Enfin voilà, pour moi, j'ai rempli les 4 cercles de l'ikigai. Donc pour tous ceux qui sont un peu dans l'entrepreneuriat et qui sont dans le même niveau à ce niveau-là, un conseil, faites vraiment votre truc, ce qui vous parle au plus profond de vous, parce que c'est ça qui va faire que ce produit va marcher, j'en suis sûr à 100%, plutôt que faire un truc que pour le marketing ou que pour l'argent en fait. Très bien. Quoi. T'as quelque chose à dire là-dessus Non, je pense qu'on va peut-être... T'as encore quelque chose, ou on garde pour les prochains podcasts? Moi j'étais parti là. T'es parti? On va pas leur faire trop long. Ouais, on finit juste sur les actus très rapidement, et après comme ça on en garde un peu pour la prochaine fois, parce que voilà, là moi j'ai noté juste les actus, c'était championnat de France de battle, mais ça vous verrez, c'est sur ma chaîne YouTube, je vais pas en parler trop encore plus sur ce podcast là, mais d'un point de vue physique quand même, là on est ensemble on s'est installé en Suisse quand même. Il y a un gros virage, et du coup on va vous montrer aussi l'avancée du home gym. Je sais que ça peut vous parler, parce que du coup vous l'avez vu, Nico il a construit une bonne petite barre là sur le chalet. J'ai vu que ça a pas mal rebondi sur Instagram. Ils m'ont dit c'est la Balitem Chamber suisse et tout, et ça peut être cool. Et dites-nous si ça vous intéresse de vous montrer un peu l'avancée du home gym. Ça peut être intéressant. En tout cas moi je sais qu'à l'époque c'est des trucs qui m'auraient toujours intéressé de voir un peu comment on peut construire ça, parce que quand même je suis arrivé moi avec cette mentalité. Quand je suis arrivé ici en Suisse, j'aimais bien en fait couper du travail pour aller dans une salle de sport, mais en fait c'est trop chronophage. Vraiment moi le gros game changer qui m'a eu, c'est Balitem Chamber, d'avoir une salle juste à portée de main, mais ça change totalement les choses. Vraiment, avant je croyais que c'était trop de l'optimisation, j'étais beaucoup dans ce truc là, ouais mais c'est trop petit et tout, mais en fait c'est magique quoi. Là tu te lèves, on peut finir le podcast et aller s'entraîner, c'est un truc de fou. Ouais, c'est exactement ça le but, hein. Système minimaliste, tranquille. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, et puis dans quelques temps on part à Bali aussi, donc on filmera du contenu. On peut faire ça, prochain podcast, on explique un petit peu le départ à Bali, l'installation en Suisse, on vous fait les updates sur tout ce qui se passe là, et ce qui va en sortir aussi. Peut-être des petites choses à gagner, hein, on pourra donner un petit peu tout ça. Ouais, il y aura pas mal de choses là-dessus. Donc voilà, on a fait un bon petit tour, on est sur 1h15 de podcast, c'est le temps habituel. J'espère que ce premier épisode de la saison 3 vous a plu. N'oubliez vraiment pas de mettre les 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, et surtout de partager. Si tout ce fameux Ikigai, ça vous a parlé au plus profond de vous-même, et que vous êtes sûr que dans votre entourage proche, il y a des gens à qui ça peut parler, partagez ce podcast-là, et partagez-le aussi sur vos réseaux tout simplement. Faut vraiment essayer de connecter tous ces personnes-là, parce que c'est comme ça que je trouve qu'on s'épanouit le plus possible. Exactement. Allez, prenez soin de vous, et à dans un prochain épisode.